long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Première chose, voilà, si vous êtes passé sur Basket Session ces derniers temps ou sur nos réseaux sociaux, vous savez, la grande nouvelle qu'on a annoncée la semaine dernière, c'est la sortie ou la réédition du MOOC numéro 4 spécial New York. Voilà, si vous nous suivez sur YouTube, vous pouvez voir derrière moi, il y a à la fois la pochette du MOOC ainsi que la lithographie signée Yann Dallon. Je vous présente aussi l'édition limitée 500 exemplaires de ce MOOC spécial avec une surcover originale faite par Yann Dallon à nouveau. On peut retrouver Spike Lee en cover, Biggie dans le fond. Toutes les images, vous pouvez les retrouver sur Basket Session. Voilà, vous savez qu'avec le MOOC, c'est toujours des éditions limitées. Donc, on vous encourage à aller vite faire un tour avant qu'il n'en reste plus. Pour vous résumer les choses, c'est 320 pages de contenu exclusif sur New York, la culture basket, les joueurs légendaires des équipes new-yorkaises ou qui sont originaires de New York, toutes les légendes des playgrounds, les stars qui n'ont pas abouti, celles qui ont abouti, bref, voilà, c'est tout ce qui fait vibrer la planète basket dans la grosse pomme. On a vraiment fait, à notre sens, un gros travail là-dessus. On a hâte que vous l'ayez en main pour découvrir tout ça. Tout ça, c'est sur Basket Session. Sur nos réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens nécessaires. Mais aujourd'hui, ce qui nous occupe, c'est parler un peu d'actualité NBA. Je suis rejoint, comme d'habitude, par mes acolytes Shai Mamou, Antoine Pimel, pour décrypter un petit peu ce qui s'est passé depuis le début de saison. On ne sait pas comment vous êtes, mais si vous êtes comme nous, vous avez tendance à vous enflammer un petit peu. Nous, c'est le cas. On sait qu'il est trop tôt pour faire des conclusions hâtives sur ce qu'on a vu depuis le début de saison. Malgré tout, voilà, il y a quelques tendances de fond qui nous semblaient intéressantes à souligner. Donc c'est un petit peu le podcast de l'enflammage avec Shai, Antoine et moi-même pour vous parler un petit peu des conclusions qu'on serait presque prêt, parce qu'on va mettre des guillemets, on n'a pas envie de se faire griller en fin de saison en ce qu'on nous dit, vous aviez dit ceci, cela, donc on va faire comme tout le monde, on va prendre des guillemets. Malgré tout, voilà, il y a pas mal de choses qu'on a envie de dire déjà après cette première semaine et demie de NBA. Shai, Antoine, première question tout simplement. Je vous avais senti quand même bien enthousiaste dès la fin de la pré-saison. Comment vous abordez la saison qui débute là ? C'est le début et en fait comme on pouvait s'y attendre un peu, super divertissant avec plein d'intrigues de part et d'autre. Des équipes qui nous donnent l'impression qu'elles sont plus proches du crash qu'autre chose et qu'on avait pressenti, des équipes qui jouent bien et dont on espérait qu'elles jouent bien. Il y a plein de belles choses. Je pense que tout le monde est un peu d'accord pour dire ça. Voilà, les conclusions hâtives, c'est parce que ça vient juste de démarrer, mais on aime bien pouvoir soit fanfaronner, soit prédire des trucs dont on sait qu'ils ne se passeront pas. Mais le début de saison, moi, il me plaît beaucoup pour l'instant. Ouais, moi, pareil, comme d'hab, il y a toujours l'engouement du début sur chaque début de chaque reprise NBA. Là, je suis encore bien à fond dedans. Ça sent quand même la belle saison. Je trouve que la saison régulière, là, un peu comme l'an passé, recommence à vraiment devenir intéressante. Donc voilà, on espère que ça va continuer là-dessus. Je suis totalement d'accord avec toi, Antoine. L'an dernier, j'ai trouvé la saison régulière particulièrement passionnante. Cette année, c'est déjà la même chose. En fait, il y a tellement de surprises potentielles, d'équipes qui sont en train de monter, de favoris qu'on sent un petit peu fébriles ou du moins moins sûrs de leur force que par le passé, que dès le départ, j'ai envie de regarder toutes les équipes. Je vais même te faire une petite confession, Shai, même Orlando, le Orlando magique, cher à Georges Eddy et à Shai Mamou. J'avoue que c'est mon petit péché mignon de regarder ce qui s'y passe, tellement je trouve que Paolo Banchero a du talent et qu'il y a quelque chose qui est en train de frémir de ce côté-là de la Floride. C'est à juste titre, parce que ça peut être une des premières conclusions hâtives, c'est que Paolo Banchero, c'est peut-être un des meilleurs first pick en tout cas pour Orlando, c'est un des meilleurs choix de draft qu'ils ont fait depuis une éternité, quasiment peut-être depuis la fin de l'ère Dwight Howard. Même moi, je t'avoue que moi aussi, je ne m'attendais pas à être aussi
alors hypé, c'est peut-être un bien grand mot, ils n'ont toujours pas gagné un match à l'heure où on enregistre ce podcast, mais dans la logique de développement et alors je vais pas dire tanking parce que c'est péjoratif, mais dans la logique de développer un noyau dur, de trouver un peu qui sera le visage de la franchise, parce que mine de rien, le Magic cherche cette personne depuis pas mal de temps. Je pense que là, avec Banchero, même si ça fait que quelques matchs, je pense qu'ils ont trouvé le bon gars, parce qu'il est hyper impressionnant. À l'image de ce qu'on avait vu à Duke, en fait. Hein, c'est pour ceux qui suivent la NCAA, il les a emmenés au Final Four. C'était pas l'équipe la plus talentueuse de Duke de l'histoire. Voilà, moi alors, hypé est un bien grand terme, mais au moins sur la voie de me réintéresser pleinement au Magic pour les années à venir. Il a une vraie dégaine de star, Banchero. Ah ouais, dans le jeu, dans l'attitude, dans l'histoire, tout. Ça sent le potentiel, le All-Star très rapidement, quoi. C'est vrai qu'on n'avait même pas forcément prévu de parler de Banchero, mais puisqu'on est sur le sujet, moi, ce que je trouve impressionnant, en fait, c'est que j'ai l'impression de le voir jouer. Effectivement, Orlando est dans le dur au niveau des résultats, mais lui, par contre, j'ai l'impression qu'il joue comme un vétéran, ça serait exagéré, mais qu'il a déjà beaucoup d'assurance dans son jeu. Et ce qui est impressionnant, c'est un peu ce qui m'avait impressionné avec Michael Porter Jr. Et ce que je trouve intéressant toujours avec ce joueur de ce côté-là, c'est on se rend pas compte de la taille, en fait. Les deux sont immenses, ils sont vraiment très grands pour leur poste. Et quand tu vois la fluidité et la carrure de Banchero, tu dis c'était en fait son jeu il est vraiment déjà NBA ready dès le départ de la saison. C'est pour ça que je pense que une des conclusions hâtives peut-être c'est qu'il est vraiment bien parti pour choper le Roy, sauf blessure. Et même si il y a d'autres joueurs qui ont de belles qualités, je pense notamment à ton gars sûr Bénédicte Mathurin du côté des Pacers. Antoine, ça va être dur d'aller chercher Banchero, je pense. Ouais, non, c'est fou. Après, là, tu peux déjà te dire que c'est lui, en fait. Et tu sens déjà qu'il va... Il suffit qu'il joue plus de 50 matchs et c'est bon. Ouais, c'est ça. Ça va dépendre du nombre de matchs. On sait que les blessures peuvent arriver vite. Alors après, ils n'ont pas besoin... L'avantage pour Orlando, c'est qu'ils n'ont pas besoin de lui inventer une blessure diplomatique en cours de route. A priori, c'est parti pour qu'il soit bien placé à la loterie. Mais oui, je suis d'accord sur Banchero. Il y a une maturité... un côté où on voit aussi la marge de progression qu'il peut avoir, parce qu'il ne shoot pas encore énormément à 3 points, mais il a le shoot, hein, la distance, il l'a. Au niveau playmaking, il est encore plus intéressant que ce que je pensais. Il a beaucoup de passes décisives, il fait jouer l'équipe. Sa défense, qui n'était pas du tout son point fort à la fac, est déjà très très honnête. Voilà. Prometteur. Et ouais, la conclusion hâtive, ça pourrait être de dire, bon, il a déjà tué la course au Roy. J'irai pas jusque-là, mais c'est bien parti, ouais. Alors bon, on est parti encore une fois. On est parti sur le Magic, c'était pas du tout prévu. Vous, plutôt, Shai, Antoine, est-ce qu'il y a, voilà, dans ces conclusions hâtives ou les choses qui vous ont vraiment tapé dans l'œil en vous disant, bon, bah là, il y a peut-être quelque chose de sérieux pour le reste de la saison. Quelles sont les équipes, les joueurs, les dynamiques qui vous ont le plus marqué à ce stade de l'année? Bah, je vais sans doute laisser Antoine parce que vu que j'ai parlé. Parce qu'Antoine ne peut pas parler. Je suis en train de mourir. Tu es en train de te trembler. C'est le bon moment pour lui passer le flambeau, vas-y. On reconnaît les bons copains. Je vais le laisser récupérer. Moi, la première. Laisse-moi 2 minutes. La première qui se dégage pour moi, alors c'est un peu pour fanfaronner dans ce que je disais tout à l'heure. Dans nos pronos de début de saison, j'avais mis, comme Rémi Reverchon, qui était l'invité de notre podcast, j'avais mis Ja Morant MVP de la saison. Alors, mettre un MVP après 5-6 matchs, ça peut paraître totalement débile, mais il y a une sorte de race, de course qui s'installe tout au long de la saison. Et franchement, le moins qu'on puisse dire, en tout cas personnellement, c'est que je suis très content de mon choix. Je suis convaincu que toute la saison, il va garder ce tempo et ce niveau de jeu là qui est le sien, parce qu'on en avait aussi parlé avant le début de la saison. Moi, je crois énormément en Memphis, même avec les blessures. Collectivement, c'est fort, et je trouve qu'il a encore gagné la capacité à rendre les autres meilleurs, elle est encore plus présente, je trouve, cette année avec Morant, au-delà des... Enfin, je veux dire, il fait des cartons offensifs depuis le début de la saison, hein, même si c'est que sur 5 matchs, il a tapé des matchs à 49 points, 38 points, 34 points, et son équipe gagne. Donc, je trouve qu'il arrive à rendre encore les autres meilleurs, Desmond Bane, tous les gars autour, des joueurs moins attendus, les Santi Aldama, etc. Donc, ma conclusion hâtive dans la course au MVP, c'est que Ja Morant est à l'heure actuelle le MVP de la Ligue, parce que Memphis est bien classé, parce que lui est individuellement et collectivement très bon, et qu'en plus, il a ce caractère, ce facteur spectaculaire qui a toujours défini son jeu. On en parlait un peu avec Antoine hier, il nous disait que ça lui faisait penser un peu, alors toute proportion gardée, à Derrick Rose sur sa saison MVP, pour le côté...
on s'attend toujours à ce qu'il se passe quelque chose en fait d'électrisant. Et mine de rien, moi je trouve que ça peut être un paramètre à inclure dans la course au MVP. Si c'est serré avec quelqu'un d'autre, bah, tu vas mettre le mec qui t'a le plus marqué l'esprit sur la saison. Et bah, Ja Morant, que ce soit... c'est pas forcément sur des énormes dunks d'ailleurs, ça peut être donc sur des contres, ça peut être sur ce qu'il a fait à Ben Simmons l'autre jour, où il l'a attendu, il a provoqué la faute de Ben Simmons en l'attendant, en le titillant un peu, parce qu'il avait un contentieux avec lui d'il y a 2 ans. Enfin, plein de petits trucs comme ça qui me font me dire qu'il est bien parti et que je suis très confiant pour lui. Et je pense qu'il sera dans tous les cas pas loin à la fin du compte. J'allais revenir justement sur cette comparaison avec Derrick Rose. En fait, c'est pas tant que je le compare avec le Derrick Rose, enfin, c'est pas tant sur le MVP, c'était bien, je suis d'accord avec toi sur ce qui dégage en fait. Ça me rappelle le Derrick Rose de cette saison MVP et de celles qui ont suivi, du moins Derrick Rose qui était à son sommet. Alors, il est moins costaud, il est plus petit, mais c'est un meilleur shooter. Mais ce qui marque, c'est la facilité en fait. J'ai l'impression que Morant, il est de plus en plus facile sur le terrain. Et ça, c'est assez flippant. Vraiment, en plus, il avait déjà l'an dernier, donc il a toujours ce côté un peu, peu importe qui est sur le terrain, je pense que c'est moi le meilleur et je me comporte comme si c'était moi le meilleur. Notamment dans le match contre Brooklyn, là, où il est quand même face à Kyrie Irving et Kevin Durant, qui sont tous les deux très chauds sur le match. Mais dans l'attitude, tu sens, il se comporte, c'est moi le patron. C'est moi le patron, je vais jouer comme le patron, je suis facile, je fais ce que je veux, personne n'arrive à m'arrêter. Et ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant, quoi. Ça fait MVP dans l'attitude. Ouais, d'autant que ce qui est sympa et ce qui est passionnant avec cette équipe de Memphis avec Ja Morant, c'est que son attitude, on a l'impression qu'elle déteint à tout le reste de l'effectif. C'est-à-dire que ce que tu dis de Ja Morant, t'as l'impression que c'est la même chose de Desmond Bane. Il rentre sur le terrain en se disant c'est moi le meilleur joueur sur le terrain. C'est la même chose pour Dillon Brooks quand il est sur le terrain. Et cette espèce de confiance individuelle et dans le groupe qui fait qu'ils arrivent à être à la fois percutants individuellement et en même temps pour l'instant en tout cas, avoir l'air de très bien vivre ensemble, pas se marcher sur les pieds. C'est un des groupes qui donne l'impression d'être le plus soudé peut-être de toute la ligue. Ouais, Et il y a une espèce de... Alors c'est peut-être un petit peu l'insouciance ou l'inconscience de la jeunesse où tu penses que tu es les plus forts à chaque fois et que chaque jour sera forcément meilleur que le précédent. En tout cas, ça leur donne une force et une assurance qui est impressionnante, quoi. Ils ont zéro souci d'ego en vue en fait, parce que le leader est très identifié. C'est lui qui prend la parole devant les médias, c'est lui qui distribue un peu les bons points, et sur le terrain il agit comme un leader. Et même quand Jaren Jackson Jr., qui est quand même un pic élevé de draft, un énorme talent, mais dans un autre registre, même quand il sera revenu de blessure, enfin, je les imagine pas se marcher dessus ou Jaren Jackson demander beaucoup plus de shoot. Je pense vraiment que la hiérarchie est bien établie, et c'est aussi parce que l'équipe a été bien construite. Le projet est très bon, le coach est excellent. Et voilà, Ja Morant pour moi Après, on peut évidemment parler d'autres joueurs dans la course au MVP. C'est pas, Lillard a très bien commencé, Giannis avec un peu moins de matchs joués, mais c'est celui qui m'a fait la meilleure impression. Et au-delà du fait que je l'avais choisi avant, je pense que Ja Morant il est en train de marquer les esprits. Juste sur l'atmosphère, ça me fait penser à quelque chose. Alors attention, faut bien capter la nuance, sachant qu'en plus, si vous aviez suivi nos pronostics, je fais partie de ceux qui ne voient pas Memphis, mais j'avoue que la première semaine fait du mal. Même si qu'en tant que hater, je rajouterais quand même que pour l'instant, ils ont joué essentiellement des équipes faibles. Et la seule fois qu'ils ont joué une bonne équipe, ils ont pris une branlée. Hater, le mot est lâché, quoi. Mais ouais, non, faut le dire comme c'est, quoi. Mais non, mais ça sent l'équipe solide, mais dans l'atmosphère, là, c'est ce que tu disais, Shai, c'est vrai, ça me fait penser un peu aux Warriors du début. Je parle vraiment pas de style de jeu, je suis pas sur la réussite, je suis pas sur une vraie comparaison de est-ce qu'ils vont finir pareil ou pas. Mais voilà, il y a un peu ce côté quand les Warriors de Curry et Thompson ont commencé à gagner avec Mark Jackson, il y avait un peu cette attitude, le leader bien défini, tu as Desmond Bane, il sait qu'il pourra de toute façon s'épanouir aux côtés de Ja Morant, il pourra quand même. Mais la comparaison est bonne. La comparaison est intéressante parce que même si individuellement on parle pas des mêmes joueurs, mais Desmond Bane, ça peut être le lieutenant, le Klay Thompson. Après, il faut qu'il progresse encore un peu, mais c'est un joueur two-way intéressant. Et après, l'encre défensive qu'est Draymond Green, ça peut être Jaren Jackson. Pareil, c'est pas le même gabarit, pas exactement le même jeu du tout. Mais oui, dans la construction et la vibe, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, ouais. T'allais dire, Antoine, pardon. Non, j'allais lancer sur une autre équipe un peu moins cool.
Vas-y, on Ouais, t'écoute. j'avais parlé des Sixers, j'allais vous proposer qu'on parle un peu des Sixers. Et de se dire déjà aujourd'hui, les Sixers, ils ne seront pas champions NBA en fait. Et là, peu importe ce qui se passe, ils peuvent gagner 70 matchs de suite. Je pense que Philly ne sera pas champion. Ce qui est compliqué avec Philly, je partage ton avis, c'est que tu disais, bon, pour les autres équipes qui avaient la pression, les Lakers, par exemple, les Nets, tu savais que ça allait être compliqué dès le départ. Parce qu'il y a tout un tas de raisons qui font que, euh, limite, on se disait, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise ou d'une surprise plutôt correcte. Mais tu savais que, quand même, il y avait énormément de facteurs qui étaient contre eux. Ce qui est compliqué pour les Sixers, c'est que tu dis qu'objectivement, non, il n'y a aucun problème. Il devrait commencer à carburer tout de suite. Là, on a appris que Joel Embiid était gêné par des problèmes au pied, mais ça, personne n'avait communiqué dessus avant la saison. James Harden, comme chaque été, il revient en disant qu'il est dans la meilleure forme de sa life. Tu te dis, d'un point de vue objectif, il n'y a rien qui laissait entendre qu'ils aient un début de saison compliqué. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu le pire des scénarios parce que j'ai l'impression que ce qu'on est en train de voir sur ce début de saison, c'est ce qu'on imaginait, comme on en parlait dans les podcasts précédents, qui pourrait se passer pendant les playoffs. Moi, je pensais vraiment qu'il pourrait dérouler ou du moins être dominant en saison régulière, mais je n'avais pas beaucoup de... Voilà, c'est une équipe pour laquelle j'avais beaucoup de doutes en ce qui concernait les playoffs. Et en fait, là, dès le début de saison, énorme pression, ils ne sont pas au niveau attendu. Toutes les failles qu'on pouvait imaginer, elles apparaissent dès la saison régulière. Et ça, c'est vraiment compliqué. Ouais, notamment là, comment j'arrive au constat, ils ne seront pas champions. En fait, tu ne peux pas gagner un titre avec cette défense. Et je pense qu'aujourd'hui, même s'ils ont évidemment une marge de progression défensive, elle n'est pas assez importante pour que tu puisses aller chercher un titre. C'est catastrophe en transition. La défense en transition est catastrophique. Et en fait, alors Embiid, peut-être pour sa blessure ou parce qu'il a moins de motivation, je ne sais pas, mais même lui est moins dominant défensivement, alors que normalement c'est quand même un de ses points forts, mais même lui, il y est moins. Mais je pense que lui, il y est moins plus par question physique ou mentale. Ça peut revenir. Par contre, quoi qu'il arrive, James Harden et Tyrese Maxey, c'est les joueurs qui sont aujourd'hui. Enfin, tu as ton backcourt majeur qui va jouer quand même 35 minutes. C'est littéralement n'importe qui va aller leur mettre des points. Et on sait que de toute façon, la plupart des meilleurs attaquants sont sur ces postes-là. Les Sixers, ils vont avoir... Leur défense va les plomber à un moment ou à un autre. C'est obligé, sachant qu'ils ont en plus des problèmes en attaque. C'est une équipe qui joue trop lentement. C'est une équipe où les deux stars, au final, n'ont pas une synergie si extraordinaire que ça, mais ils ont encore du temps pour la développer, pourquoi pas. Mais en tout cas, à présent, en tout cas sur ce qu'on voit sur ce début de saison, c'est chacun son tour. Un coup c'est Harden, un coup c'est Embiid. Ouais. Prennent chacun 15 secondes à se mettre en place. C'est compliqué. Ça, dans les deux trucs que tu as évoqués, il y a une surprise, c'est les problèmes défensifs. Parce que clairement, ils avaient ciblé ça comme quelque chose à améliorer grandement pendant l'intersaison et en début de saison. Donc, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué, surtout quand tu as Embiid en encre défensive, tu te dis ça devrait bien se passer. Dans l'effectif, il y a aussi des joueurs qui ne sont pas du tout ridicules en défense, et c'est un euphémisme, les Ty Bull, Melton. Après, le temps de jeu des uns et des autres est compliqué. Ils ne jouent pas beaucoup tous les deux. Ils ne jouent pas du tout tous les deux. Ouais, c'est dur. Et là où c'est... moins surprenant, c'est l'alchimie entre Harden et Embiid. Moi, je la trouvais déjà pas fantastique ça pouvait s'expliquer par le fait qu'ils se connaissaient pas très bien encore sur les premières semaines lors desquelles ils ont joué ensemble. Là, il y a même alors, après, on fait dire ce qu'on veut aux images, hein, c'est toujours pareil, mais il y a déjà des zooms sur le body language d'Embiid quand il voit James Harden faire du James Harden à la sauce Houston, foncer dans le tas en ISO, à bouffer la possession jusqu'au bout. Et parfois arriver à ses fins, d'ailleurs, en allant sur la ligne ou en marquant. Mais tu le vois, laisser les mains comme ça, genre, ouais, je suis tout seul, je suis démarqué, qu'est-ce que tu fais, tu vois. C'est des petits signes comme ça qui sont pas très, très encourageants. Et on va très, très vite, de façon injuste ou non. Enfin, je sais ce qu'Antoine nous dira à ce sujet, mais on va très vite en revenir sur la responsabilité de Doc Rivers dans cette histoire-là, parce que c'est aussi à lui de trouver la fameuse synergie dont tu parlais. La défense, c'est pas que lui, hein, les joueurs ils doivent être responsabilisés, mais au bout d'un moment ça va finir par lui retomber dessus, je pense. En fait, ce qui est compliqué, c'est que
Et ce qui est surprenant, c'est que l'an dernier, dans les matchs que Embiid et Harden ont joué, même si Harden n'était pas du tout au niveau auquel on est habitué à le voir jouer, ils étaient très bons quand ils jouaient ensemble en fait. Sur pick and roll, ils étaient extrêmement difficiles à défendre. Il y avait des efforts qui étaient un peu dans la foulée de ce qui s'était passé à Brooklyn où Harden essayait d'impliquer un peu plus ses coéquipiers, d'être un peu moins dominant. En fait, ce que je trouve inquiétant pour les Sixers, c'est quand je les vois jouer, j'ai l'impression que ça ressemble de plus en plus à l'équipe de James Harden dans la façon de jouer qu'à l'équipe de Joel Embiid, et que le problème des Sixers déjà l'an dernier, c'était qu'ils jouaient trop lentement. C'est ce qui, à mon avis, à mon sens, est une des choses sur lesquelles Ben Simmons manque le plus aux Sixers, c'était dans sa capacité à accélérer le jeu, à être fort sur jeu de transition, sur jeu rapide. Aujourd'hui, à part Tyrese Maxey, il n'y a pas de jeu rapide. Si c'est Tyrese Maxey qui joue la contre-attaque ou le jeu de relance, bah là, il est très fort sur jeu de relance, il est très fort, mais sinon, ils n'ont pas de jeu rapide. Et derrière, c'est effectivement ce que tu disais, Antoine, c'est un coup Embiid, un coup Harden, ça marche pas très bien. Défensivement, ils y sont pas, clairement, sur transition. Harden a toujours pas progressé non plus dans ce domaine-là où il fait pas les efforts pour. Et malgré tout, malgré son retour en grande forme annoncé haut et fort, je pense qu'on ne retrouvera plus jamais le James Harden de Houston, notamment sur la vitesse d'exécution sur le premier pas. Il arrive toujours à ses fins parce qu'il est technique, parce qu'il est costaud pour son poste, mais il n'y a plus la vitesse qui lui permettait de faire ça. Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être encore un joueur fort dans cette ligue et aider une équipe qui veut aller loin. Mais je ne vois pas comment les Sixers pourront s'en sortir en restant en tout cas sur le même style de jeu que celui affiché depuis le début de saison. Il faut des changements de fond. Il faut des changements vraiment drastiques dès maintenant s'ils veulent aller... si leur objectif c'est d'aller chercher le titre, il faut des changements maintenant, parce que sinon, je ne veux pas lancer des fausses rumeurs, mais on a bien vu que dans cette ligue, les superstars, au bout d'un moment, se lassaient d'être dans des effectifs qui les mènent nulle part. Et limite, je me demande si on ne peut pas se poser la question de savoir si Joel Embiid n'est pas bien parti pour pouvoir être la prochaine superstar à râler et à dire si c'est comme ça, je me barre. Ça, c'était dans mes prédictions de l'an dernier, ça. J'en profite pour flamber un peu. Moi, je pense qu'il y a un moment où ça va arriver sur le tapis. Par contre, tu vois, c'est vrai, ils ont potentiellement un combo meurtrier sur pick and roll. Sauf que déjà, Embiid, c'est pas Dwight Howard. Il peut légitimement demander à pas jouer beaucoup de pick and roll. Il n'est pas fan du pick and roll, Embiid. Il l'a déjà dit, il l'a déjà montré. Il n'a pas envie de venir poser 50 picks par match, quoi. Il ne veut pas jouer à la DeAndre Jordan. Donc il veut ses possessions poste bas. Et on peut comprendre parce qu'il est efficace au poste bas. Mais du coup, les Sixers, c'est un espèce d'enchaînement d'actions palliées les unes aux autres où une possession, ils vont mettre 15 secondes à servir Embiid en bas. Alors ça, c'est un problème de la part des extérieurs et des meneurs, hein, parce que c'est bien beau d'avoir des mecs qui poussent la balle comme Maxey et comme Harden, Harden, sachant qu'Harden ne pousse pas la balle, mais il faut aussi un meneur intelligent qui est capable de bien servir son pivot. Des fois, ils ont du mal, des fois, ils arrivent à le faire rapidement, des fois, ils ont du mal. Derrière, Embiid, donc, il va jouer ses post-up. Harden, il joue ses isolations. En plus, il remet des points. Il est quand même un peu mieux que l'an dernier offensivement, donc lui aussi peut légitimement dire « je veux jouer mes possessions ». Donc, chacun joue ses possessions. Et au final, sur la vitesse de jeu, tu peux gagner des matchs en jouant lentement, c'est pas trop le problème. Et je veux dire, il y a des équipes qui jouent lentement qui gagnent, comme Phoenix, comme Dallas, comme les Clippers à une époque. Par contre, toutes ces équipes, elles ont un point commun, c'est qu'elles défendent fort. Exactement. Parce que tu es obligé. Si tu joues lentement, il faut que tu sois capable de faire des stops. Si tu joues lentement, mais que derrière, tu te fais allumer en transition dès que tu rates un tir ou que tu défends mal, en fait, tu perds. Et pour l'instant, ils ont eu un calendrier qui est même pas si dingue que ça. Ils ont quand même réussi à perdre. Bon, ils ont perdu contre les Spurs. Ouais. Faut le faire. Même si j'aime bien les Spurs, ils ont bien commencé. Mais voilà, il y a beaucoup de petits points d'inquiétude. Et voilà. Et c'est pas en plus, à mon avis, sur les personnalités de cet effectif, que ce soit Embiid, Doc Rivers ou James Harden, c'est pas les meilleurs pour affronter l'adversité. Donc là, on est vraiment parti sur un truc... Parce que là, même si on se projette, c'est quand même Daryl Morey qui est le boss de la franchise au niveau sportif. J'arrive pas à savoir... Enfin, il voulait cette réunion avec Harden. Je sais pas si... Il y a quelques dominos qui peuvent tomber avant, tu vois. C'est Doc Rivers le premier fusible. Ouais. C'est pas le coach qui a choisi Daryl Morey. Doc Rivers, c'était là avant.
Il y a quand même, à mon avis, il va passer, au bout d'un moment, il passera un coup de fil à Mike D'Antoni et il va lui demander de reprendre le bébé. Hein. Je serais pas surpris parce que je le vois pas prendre un jeune coach sorti, soit un assistant ou un mec sorti d'NCA. Je le sens comme ça. J'ai l'impression qu'il va rappeler Mike D'Antoni pour une mission de pompier et modifier un peu le style de jeu de l'équipe. Après, est-ce que ce sera bien pour Embiid? J'en suis pas convaincu non plus. Mais Après, ouais. Mike D'Antoni, alors, il peut être décrié autant qu'on veut. Finalement, ça reste pour moi un grand coach, Ah vraiment, oui, oui. notamment dans la stratégie. Et c'est vrai qu'il a pas gagné de titre, ça on peut pas lui reprocher. Mais finalement, il a montré, du moins il a montré aux Suns et il a montré aux Rockets, parce que New York ça n'a pas été le cas, je suis d'accord. Mais aux Suns et à New York, aux Suns, pardon, et à Houston, il a montré qu'il avait la capacité de prendre les joueurs qu'il avait à disposition et de mettre en place le système qui leur permettait d'exprimer au mieux leur qualité. Est-ce que ça sera la solution à Philly? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'il a envie, Mike D'Antoni, de se recoltiner ce casse-tête-là? Peut-être parce que c'est un compétiteur, mais je sais pas trop. Par contre, ce qui est sûr, c'est oui, là, ils sont en mode... ils ont passé presque 10 ans de process. Maintenant, ils sont en mode, il faut gagner. Enfin, c'est le titre ou rien. Et du coup, effectivement, je les vois pas du tout. S'ils devaient changer de coach, ils pourraient pas se permettre de prendre un coach novice à ce niveau-là ou pas suffisamment, dont ils seraient pas certains que les joueurs iraient tout de suite, feraient confiance et suivraient les directives du nouveau coach. Ça, c'est clair. La question maintenant, c'est de savoir si Doc Rivers va se faire virer avant Steve Nash ou pas. C'est un peu la guerre. Ouais, je mise sur Nash. Ouais. Ouais, je pense que Brooklyn, si ça se relève pas vite, Nash, c'est quand même le fusible très très facile. On l'avait dit, on en avait parlé en début de saison aussi, enfin en pré-saison. Il y a le scénario où tout va bien, ça clique, où ils ont besoin des victoires et où du coup il n'y a plus les soucis d'alchimie, les délires de Kyrie, les envies de trade de Durant ou les envies de voir Steve Nash partir. Là, au point où on en est, c'est déjà pas très très bien parti, quoi. Vous allez me prendre pour un fou, mais si je dois faire une conclusion hâtive, malgré qui va à l'inverse de ce qu'on voit de Brooklyn, je dirais que les Nets ont plus de potentiel pour aller loin cette saison que les Sixers. Alors, c'est pas mal parce que j'allais dire, tu m'ôtes les mots de la bouche. Alors, j'aurais pas été jusqu'à dire qu'ils iraient forcément plus loin. Par contre, Et plus de potentiel pour aller voilà, plus loin. moi, ma Je n'ai pas dit conclusion, qu'ils iraient aller plus loin. exactement, ma conclusion hâtive sur les Nets, c'est que ça va pas du tout à l'heure actuelle, mais qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se mettre en place pour que ça aille mieux, en fait. Et que ce qui est très dur pour eux, c'est que la pression est monstrueuse, mais qu'au bout du compte, tu as un joueur qui n'a pas joué depuis plus d'un an. Alors bien sûr, Ben Simmons est rouillé, il n'est pas au niveau qu'on espérait défensivement, il n'est pas offensivement, il n'y a rien qu'à changer. Tout ça c'est vrai, mais ça fait plus d'un an qu'il n'a pas joué. Il ne peut que jouer mieux, en fait, quelque part. Et il faut se rappeler que pour l'instant, les Sixers jouent sans deux de leurs meilleurs shooters, Joe Harris et Seth Curry, ce qui change énormément la donne, en fait, parce que tu les mets sur le terrain autour de Ben Simmons, ton attaque ressemble à autre chose tout de suite. Le problème, et ce que j'avais pas anticipé du côté de Brooklyn, c'était quand même qui serait aussi catastrophique défensivement. Là, c'est quand même un peu surprenant. Alors, c'était justement, quand on en parlait l'an dernier, j'arrêtais pas de dire, et là, c'est peut-être mea culpa, il y a deux registres dans lesquels Ben Simmons va tout de suite aider les Nets, c'est en défense et au rebond. Alors, pour l'instant, les Nets sont archi nuls en défense et au rebond, donc cet effet-là n'a pas encore eu lieu. Ça reviendra, j'espère pour lui, une fois qu'il sera un peu plus À sa décharge, il a dû se taper Doncic et Antetokounmpo en 3 jours. Enfin, il s'est pas mangé des trucs faciles, quoi. Et il essaye en plus. Enfin, il est pas complètement perdu sur le terrain. Il perd les duels, mais c'est pas scandaleux, je trouve. Exactement. C'est pas ça qu'on peut lui reprocher. Il est rouillé, donc il a un temps de retard sur son premier pas. Il est pris parfois dans les 1 contre 1. Et là où il a vraiment galéré, mais on l'a vu déjà en pré-saison, c'est quand il se retrouve à devoir défendre sur des Zion, Giannis et compagnie. Et du coup, il y a un différentiel quand même physique. Enfin, il est balèze, Ben Simmons, ça je dis pas le contraire, mais il est pas suffisamment en forme pour pouvoir défendre assez bien face à ces mecs-là. Et c'est pour ça notamment qu'il a pris autant de fautes aussi vite. Ce qui est quand même vraiment problématique. Par contre, j'ai eu l'occasion, j'en parlais un petit peu la semaine dernière avec les camarades de First Team, c'est de se dire, bon, bah, il a eu 1 an.
Je pensais pas qu'il reviendrait en étant Steve Kerr ou une gâchette à 3 points. Par contre, sur les lancers francs, il n'y a rien eu de fait. Et ça, c'est vraiment problématique parce que finalement, je continue de croire que Ben Simmons peut être un joueur dominant sans avoir de tir à 3 points. Par contre, il a besoin de pouvoir être ne serait-ce que honnête sur la ligne des lancers francs. Ou alors, au moins, d'être suffisamment blindé dans sa tête pour que ça l'empêche pas de Oui, risquer de prendre le moindre tir. Parce que même en voilà. ratant ses lancers francs, s'il continuait d'attaquer le cercle, vu son Ouais, il gabarit, attaque plus. ses qualités athlétiques, il y a des tas de fois où il prendrait au moins des N1 où il marquerait en fait. Pour l'instant, là aussi, ça peut bouger. Hein. Il n'a pas joué depuis longtemps. Il y a une grosse partie de confiance à regagner, mais pour l'instant, ça n'a pas bougé du tout, quoi. Ouais, j'allais venir sur ça, moi. J'allais te dire, moi, en fait, ce qui est injuste pour Ben Simmons, c'est que le gars vient de revenir, mais tu sens, en regardant les Nets, que le Ben Simmons des Sixers, c'est le joueur parfait pour Brooklyn. Mais du coup, tout le monde veut qu'il redevienne vite, ce gars-là. Lui, il a besoin de temps, les Nets n'ont pas de temps. Il y a tout un truc, ça rajoute de la pression. Mais je pense effectivement la répétition va lui faire du bien. Mais je pense qu'il y a aussi besoin d'un déblocage mental quand même. Parce que là, j'en reviens donc maintenant sur l'agressivité. Il ne regarde pas le cercle en fait, Ben Simmons. Il le regarde un peu dans le premier quart-temps, quand ça n'a pas d'influence au final. Enfin, quand ça a moins d'influence. Contre les Bucks, par exemple, il a été un peu plus agressif au début. Au fur et à mesure que le match, au fur et à mesure du match, il est de moins en moins agressif. Et des fois, il ne regarde pas le cercle. Il y a cette action-là, un peu qui a fait le tour avec Kyrie. Kyrie lui envoie une passe un peu compliquée. Il ne prend pas son tir, il est à 2 mètres du cercle. Il a Giannis devant lui. À la limite, qu'il ne prenne pas le tir, pourquoi pas? Sachant qu'en plus, il fait une passe à Durant qui marque. Par contre, il ne regarde même pas le cercle. En fait, il n'y a aucun moment où dans sa tête, ça lui traverse l'esprit de peut-être prendre sa chance. Moi, c'est ça qui me pose le plus problème aujourd'hui, c'est ce manque d'agressivité. Parce que là, oui, les lancers, en fait, tu sens qu'il y a un bloc qui ne veut pas aller sur la ligne des lancers et que du coup, il ne veut même pas prendre le risque de se retrouver sur la ligne des lancers et que le moindre contact, il préfère l'éviter. Il drive pas mal. Je ne sais pas si vous avez vu, il remonte. C'est quand même lui qui joue meneur. Ça, c'était une des questions qu'on pouvait se poser. Qui allait jouer meneur? C'est lui. Donc, c'est Kyrie et Durant, il le laisse lui jouer meneur. Mais en fait, il monte la balle et sur le premier pick and roll, il ne regarde pas le cercle, il drive un peu en périphérie et puis il ressort la balle et il va poser un écran. Il y a la défense adverse sur Brooklyn, pour l'instant, ils attaquent à 4 contre 5. Et tant que Simmons, s'il n'aura pas cette agressivité de vraiment je vais dedans, et je pense que c'est aussi physiquement, comme tu as dit, hein, il a besoin de se remettre, ça peut poser problème. Mais s'il retrouve ça, là, les Nets ont vraiment un potentiel intéressant. Ouais, je suis complètement d'accord parce que là, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voyait vraiment sur les premiers matchs que c'est un joueur qui n'a pas joué depuis longtemps, qu'il était un petit peu à marcher sur des œufs, à pas vouloir prendre la place des uns des autres. Et au fur et à mesure des matchs, je l'ai trouvé quand même plus entreprenant, notamment dans la gestion du tempo. Et ça, c'est vraiment pour moi un des éléments essentiels pour le succès potentiel de Brooklyn. C'est que Ben Simmons puisse être cet accélérateur de jeu, qui est, comme il a pu le montrer par le passé à Philadelphie. Les effets que j'ai trouvé intéressant de voir Kevin Durant aussi plus playmaker dans ce début de saison que par le passé. J'ai eu le sentiment que parfois il cherchait plus ses coéquipiers, notamment il y a une belle relation avec Nick Claxton, pardon, qui fait un super début de saison. Et je vais revenir parce qu'il a un rôle primordial dans cette équipe, vu que en fait c'est pas une équipe qui est... Elle n'est pas petite parce que quand tu as Ben Simmons, Kevin Durant et Nick Claxton dans ton 5 de départ, tu n'es pas petit. Par contre, elle est légère. Et pour l'instant, Nick Claxton, je trouve, il fait un super début de saison, vraiment. Mais s'il se blesse, il y a zéro derrière. Derrière, il n'y a pas d'autre option pour l'instant, vraiment, pour pouvoir tenir le choc face aux équipes qui jouent big. Et le problème, c'est, encore une fois, gagner du temps, comme tu disais, sur le fait que Ben Simmons se réacclimate, retrouve son timing, retrouve ses qualités athlétiques, retrouve de la confiance, pour que lui aussi, ça lui permette de devenir potentiellement le small ball 5 dont les Nets ont besoin, ou de pouvoir jouer aux côtés de Claxton sans avoir peur de driver, parce que le problème, ou d'attaquer le cercle, le problème, c'est pas simplement quand ils ont les deux ensemble, c'est pas simplement qu'ils ont deux non-shooters, en fait. C'est qu'il y en a un qui a la balle et qui joue que pour les autres. Donc au bout du compte, tu te retrouves littéralement avec 3 attaquants potentiels ou Claxton uniquement pour des réceptions de balles lobées ou ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est ça. Et mine de rien, ils ont... Voilà, si je dois mettre quand même un petit point négatif, c'est qu'ils ont eu des grosses perfs de Kyrie et Durant, et malgré ça, ils n'ont pas gagné, quoi. Il y a toujours eu la star en face qui a marqué encore plus, quoi. Ouais, puis derrière eux, ça score peu et ça défend trop mal, c'est ce que j'allais dire. Oui, il leur manque un gars à 15 points. Ouais. Oui. Après, c'est là que Curry
ou Joe Harris qui revient un peu en forme aussi. Enfin, tous les mecs qui leur manquent vont peut-être apporter ça. Je suis assez d'accord avec vous sur le côté la marge de progression. Enfin, je les vois bien retrouver une forme de rythme de croisière qui les fera retrouver une place au moins correcte dans la conf. Quoi. Ouais, peut-être que les Sixers sont un peu plus inquiétants parce qu'on l'a moins vu venir. Quoi. Les Nets, on savait que ce serait difficile pour Simmons à plein d'égards. On savait qu'il y a toujours des imprévus avec Kyrie. On sait que KD n'est pas au top au niveau moral. Et c'est pas là où forcément où il voudrait être. Enfin, il y a la pression autour de Nash. Ça y est, il commence un peu à évacuer la pression là. Enfin, ou à lâcher prise. Je sais pas trop comment interpréter son craquage l'autre jour parce que ça ressemble pas trop à Nash, mais peut-être que ça va faire du bien aussi à sa street cred dans l'équipe et on se dira finalement il peut s'énerver un peu et s'emporter ou nous défendre. Enfin, je sais pas. Mais ouais, je suis pas catastrophé par les Nets pour l'instant. Ils peuvent faire beaucoup, beaucoup mieux, mais je suis pas catastrophé. Donc sur eux, je ne ferai pas de conclusion hâtive, alors que je peux en faire sur d'autres des équipes qui ont le même bilan. Pour Nash, c'est culte quand même. Le mec, il a joué toute sa carrière dans la ligue en étant sourire, même en se faisant décapiter par Robert Torrey ou éclater le nez par les Lakers. Et là, tu dis, 5 matchs ou 4 matchs dans la saison, il pète un câble. T'as l'impression qu'il est en train d'insulter des mamans en regardant les arbitres. Mais c'est déjà magnifique. C'est magnifique qu'il n'ait pas pété un câble plus tôt avec tout ce qui s'est passé depuis qu'il est à la tête des Nets. Respect pour lui ou pour le mec qui lui a prescrit les bons cachets, mais c'est impressionnant qu'il ait craqué que maintenant. Quoi. Antoine, il me semble que tu avais des choses désobligeantes à dire au sujet du Miami Heat. Allez, le temps que j'aille chercher mes gants du UFC, là. J'ai une conclusion hâtive. Miami ne sera pas dans le top 4 de la conférence Est. Je dirais Miami est plus proche de Toronto et de Cleveland, qui sont quand même de belles équipes, que de Milwaukee et Boston. En gros, Miami n'est plus un candidat au titre. Ça, c'est ma conclusion sur ce que j'ai vu jusqu'à présent. Je pense qu'il manque offensivement, il manque quelque chose. Et même la profondeur qui a été si souvent mise en avant à Miami, je trouve que cette année, ils n'en ont pas tant que ça, en fait. Il y a le banc très vite, c'est un peu comme aux Sixers, d'ailleurs, je trouve le banc des Sixers, je trouve mauvais. Alors, le banc du 8 n'est peut-être pas au même niveau que celui des Sixers, mais voilà, maintenant qu'il y a Tyler Hero dans le 5, j'ai l'impression que très vite, ça perd en qualité. Bam Adebayo n'a pas encore passé le cap offensif qu'on espérait. Kyle Lowry n'a pas retrouvé le niveau physique qu'on espérait. Je pense que Miami sera de toute façon toujours suffisamment structuré, bien coaché, avec des bons joueurs pour aller gagner suffisamment de matchs, pour aller chercher les playoffs. Là, ça serait quand même une sacrée surprise. Mais voilà, là, après un peu plus d'une semaine, bientôt 2 semaines, je sais déjà que, selon moi, que le Heat ne sera pas un candidat au top 4 à l'Est. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'ils ont encore, ils ont un niveau supérieur en eux qui sont capables d'activer en pressant un bouton, en changeant 2-3 trucs. J'ai l'impression que ça peut encore le faire. Déjà parce que c'est très 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 tôt dans la saison, parce que je pense que Jimmy Butler peut s'énerver un bon coup et enchaîner des matchs à 30-35 points comme il sait les faire en mode patron. Alors Kyle Lowry, je sais pas, j'ai du mal à savoir s'il est fini ou pas en fait. C'est dur parce qu'il est vraiment maladroit en attaque. Il a moins le côté accrocheur, bagarreur qu'il a à provoquer des fautes dans tous les sens. Enfin, pour l'instant, il l'a pas encore retrouvé. Je suis pas fan de Tyler Hero dans le 5. Honnêtement, après, je me trompe peut-être, ça va peut-être bien le faire, hein, mais je le préfère vraiment en dynamiteur, en sortie de banc. Je suis pas. À la limite, si on me demande vraiment, je suis d'accord avec toi. Ils sont un cran en dessous contrairement à l'année dernière, ils sont un cran en dessous des Celtics, des Bucks. Ça me paraît pour l'instant clair. Mais Miami, c'est pas le genre d'équipe que j'aime enterrer. J'ai toujours peur d'une grosse série, d'une phase d'énervement de Butler. Non, c'est pas enterré, mais c'est-à-dire que c'est une équipe qui était en tête de l'Est, quoi. Enfin, c'est une équipe, c'est un contender clair l'année dernière, et là, c'est vrai que la vibe est moins bonne, quoi. Il y a pas, on sait pas trop. Je pense, comme tu disais, Chai, et moi je serais pas étonné qu'à un moment ils enchaînent une grosse série de victoires à un moment dans l'année parce que leur défense est juste sera à plein régime et que voilà, il y a un moment ils vont enchaîner une série comme ça. Par contre, là où je te rejoins, Antoine, c'est sur Bam Adebayo en fait que j'ai une conclusion peut-être hâtive, mais je pense
que ça sera sans doute jamais le joueur d'attaque qu'on pouvait espérer qu'il soit, que le cap, à chaque fois on dit, si Bam passe un cap, c'est toujours du côté de l'attaque. Défensivement, il est déjà irréprochable. C'est déjà la pierre angulaire de cette équipe. Et malheureusement, je pense pas qu'il ait en lui cette capacité à pouvoir enchaîner les matchs, à devenir limite une première option offensive. Peut-être pas dans les intentions, mais au moins dans la réalisation, dans l'efficacité. Je pense que Jimmy Butler, que j'adore, c'est un des joueurs vraiment que je préfère. C'est peut-être même un de mes joueurs préférés all-time. S'il a des séries de gros matchs en stock, il les garde pour les playoffs. Il s'en fout un peu, je pense, de la saison régulière. C'est aussi peut-être ça la force de Miami. Je pense qu'ils ont suffisamment aussi d'expérience pour se dire, bon, bah, de toute façon, peu importe où on finit à la fin de la saison, il faudra venir nous chercher pour nous sortir des playoffs. Mais malheureusement, c'est déjà faut quand même rappeler, l'an dernier, ils sont passés peut-être à un tir à 3 points de Jimmy Butler de faire les finales NBA en ayant 2 matchs quasiment où il a presque pas pu jouer. Mais tout au long de la série l'an dernier, on se disait il faut que Bam, si Bam hausse son niveau, si Bam devient pousse les Celtics dans leur retranchement en attaque. Finalement, il en est pas. Je pense que c'est pas dans. Malheureusement, j'ai l'impression que ça sera jamais, qu'on verra jamais ce Bam. Il y arrive encore, il y arrive ponctuellement cette nuit contre Golden State. Le match contre Golden State, il met 26 points. Après, là où je pense où je m'attendais à ce qu'il se développe plus, c'est que il a montré qu'à la base, il est pas maladroit à 3 points, il est capable de les prendre. Là, il en prend 0. Il n'y a pas de situation où il se retrouve à pouvoir tirer le jeu et à shooter. Mais il y a des matchs ponctuellement où on se dit, bah franchement, quand c'est fait pour lui, moi, voir mettre 26 points contre les Warriors, je trouve ça bien déjà. Après, la régularité n'est pas là, ouais. Exactement. C'est là où je dis que je pense que c'est pas en lui, c'est si tu veux mettre 26 points tous les matchs, c'est que tous les matchs, tu arrives en disant je vais en mettre 30 en fait. Et je dis pas que Bam a besoin de mettre 30 points à tous les matchs pour que Miami puisse gagner, mais je pense que c'est aussi une espèce de disposition mentale ou d'état d'esprit où tu te dis bon bah tous les soirs, je vais c'est pas simplement si l'équipe sur ce match-là a besoin de moi ou si la configuration fait que c'est vraiment un état d'esprit. J'ai l'impression que pour que Miami aille loin maintenant, puisse aller loin, il faudrait un Bam vraiment à ce niveau-là d'engagement en attaque, de manière à ce que Butler puisse peut-être rester le joueur décisif, le clutch player ou même peut-être le meilleur joueur, mais qu'il soit mieux secondé en attaque. Vu ce que tu disais, que Kyle Lowry est quand même vraiment sur le déclin, que Tyler Hero apporte des choses, mais que du coup ça affaiblit un petit peu le banc, je pense que le Heat aurait besoin d'un grand Bam soir après soir, dominant en attaque, et ça, je pense pas que... oui, j'ai le sentiment qu'on le verra pas, ça. Ouais, alors moi, c'est marrant, parce que c'est un joueur que j'adore, mais pour le coup, je l'ai jamais vu comme ça. Je l'ai jamais même imaginé comme ça. Je l'ai imaginé un peu plus performant en attaque, mais je me suis jamais... Par exemple, tu vois, quand Pat Riley présentait Bam comme dans la lignée de Dwayne Wade, tu vois, des mecs qui vont vraiment s'inscrire comme franchise player de la franchise, moi, j'étais pas d'accord, et pourtant, j'étais pas d'accord. Après, ils ont plus d'inside que moi, évidemment. Ils sont sur place et ils le connaissent, c'est leur joueur. Mais j'ai jamais vraiment réussi à imaginer ne serait-ce que Bam comme ça. Et pourtant, ça ne m'empêche pas de l'aimer. Mais je pense que Bam, il est intéressant si tu as 2 super mecs punchers autour, en fait. Deux scoreurs extérieurs très intéressants. Et Tyler Hero, je l'ai jamais vu non plus comme All-Star. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas les bonnes perceptions sur ces mecs-là. Mais en attendant, là, il n'a pas l'air d'être au niveau All-Star non plus. Il y a Jimmy Butler, certes, mais je pense que ça manque de punch offensif. Ça manque de mecs qui vont créer, qui vont agresser, qui vont faire des différences. Cette équipe, voilà, là, dans l'état, je suis désolé, mais en fait, je vois pas pourquoi les Raptors auraient peur de Miami, même en playoff, tu vois. Je veux dire, au-delà de l'expérience et du coaching, il y en a aussi à Toronto, je vois pas comment une équipe qui a Scotty Barnes, qui a Fred VanVleet, qui a Pascal Siakam, qui serait peut-être même avec Butler, le meilleur joueur de la série, je vois pas pourquoi les Raptors, ils auraient peur de Miami. Je vois pas pourquoi. Non, mais c'est une équipe que j'aime bien en plus. Mais tu vois, vraiment, si on regarde l'effectif, même les Cavaliers, demain, ils jouent Miami sur une série playoff, je sais pas, 4 contre 5. Je vois pas pourquoi Cleveland, ils partiraient en se disant ah merde, on joue le hit, tu vois. Non, je pense que moi, cette équipe-là, honnêtement, je pense que pour passer un tour, il faudrait que Bam il joue la meilleure saison de sa vie, que Butler il fasse des playoffs assez extraordinaires, mais bon, ça on sait que c'est dans ses cordes. Il faudrait que Kyle Lowry il retrouve un semblant de forme physique. Enfin, c'est quand même une équipe qui a beaucoup de mal à mettre des points en fait.
Je suis d'accord, mais pour passer un tour de... Enfin, Oui, après, tu peux défendre fort. défensivement, Ouais. ils sont vraiment forts, et c'est là où ça reste le fond de leur fabrique, quoi. Tu m'y fais penser parce que justement, je voulais vous donner une stat à la base, c'était ça que je voulais vous donner. C'est la 18e défense, donc elle est dans le top 12 des pires défenses NBA pour l'instant, et c'est la 23e attaque. On est quand même sur une équipe qui est là, vraiment dans le dur, quoi. Après, ça reste une équipe coachée par Eric Spoelstra, qui a Bien joué sûr, je pense qu'ils vont se relever. Ouais, mais ce que tu décris Ça va se relever. peut très bien se produire, hein. Effectivement, on aura peut-être un hit qui est beaucoup moins fort que la saison dernière, mais ouais, je me méfie trop. Spoelstra, il est capable de tirer les bonnes ficelles. Ils sont capables, c'est le genre de groupe qui est capable, si au bout de 15 matchs, c'est un peu chaud au classement, de faire des réunions de groupe entre joueurs et de se dire les vérités. C'est des trucs clichés, mais j'ai l'impression que la fameuse culture du hit peut leur permettre de surmonter des périodes un peu compliquées. Et alors, peut-être pas. Alors, effectivement, je pense que la barre que tu as fixée du top 4, effectivement, c'est intéressant parce que ça va se jouer vraiment, à mon avis, à pas grand chose sur ce niveau-là. En tout cas, je les vois pas. Je vois pas d'accident pour eux vraiment. Mais effectivement, déjà, ce serait un échec de pas être dans le top 4. Donc, c'est une conclusion hâtive qui est déjà intéressante. C'était intéressant d'en discuter déjà. Après, pour un petit point d'espoir aussi, par contre, c'est une équipe qui peut, je pense, assez facilement transférer et changer son groupe, en fait. Je pense qu'ils ont des atouts. Eux, par exemple, notamment Tyler Hero. Alors, je ne dis pas qu'ils doivent l'abandonner. Ils lui ont filé un contrat, je pense que c'est pour le garder. Il est jeune, il a du potentiel. Mais si à un moment, vraiment, ils ont cet atout-là dans leur manche de pouvoir transférer, ils ont des mecs comme ça, tu peux aller chercher quelque chose en retour. Donc, c'est toujours ça. C'est aussi une franchise qui peut attirer des vétérans en cours de saison qui sont coupés. Il y a une certaine marge quand même. Ouais. Et tu parlais d'équipe, ça me fait penser à ça, du coup, c'est peut-être une transition bien trouvée, mais tu parlais du coup de Miami que tu ne voyais pas dans le top 4. En début de saison, on a tous les trois beaucoup dit qu'on était intrigués par les Pelicans, par New Orleans. On attendait de voir quand même parce que Zion revenait de blessure, que autour ça avait un petit peu... fallait confirmer. Moi, ma conclusion hâtive, c'est que qui est Zion ou pas, on les voit faire des matchs sans Zion, sans Ingram, sans Herb Jones. Ils arrivent quand même à gagner des matchs. Je trouve que c'est super bien coaché. Donc, ma conclusion hâtive, c'est que je vois New Orleans finir dans le top 4 et être un outsider direct, en fait. Si tout va bien, s'il n'y a pas de grosses catastrophes, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il gère Zion intelligemment après sa petite douleur à la hanche. Mais dans ce que je vois, dans la façon de jouer, justement, on parlait de la chimie collective qu'il y a à Memphis, qui est une de leurs grandes forces. Je trouve quelque chose de cet ordre-là aussi à New Orleans, en fait. Avec des mecs qui... Je sais pas, l'autre jour, je sais plus quel match c'était, je vois le backcourt McCollum-Alvarado sur le papier, il y a 2-3 ans, on m'aurait dit, bon voilà, il y a une équipe qui va être sympa à avoir joué avec Alvarado que tu connais pas et McCollum qui est un second couteau, qui est le lieutenant à Portland. Bah là, McCollum, pour moi, c'est en train de devenir un vrai patron, un leader, quasiment un All-Star. C'est peut-être, comme on l'avait dit la dernière fois, le meilleur joueur qui n'a pas encore eu de sélection All-Star Game. Et tout est intéressant. Défensivement, c'est déjà dur. Même dans les matchs où il n'y a pas Herb Jones, tu as Brandon Ingram qui est quand même un super joueur. Zion, ce qu'on a vu de lui avant qu'il se fasse ce petit bobo, c'est pour un mec qui n'a pas joué depuis 1 an et demi. On parlait de Ben Simmons et d'autres joueurs qui ont manqué de longue période. Bah lui, j'ai presque l'impression qu'il est revenu encore meilleur. Il a peur de rien, il a confiance en ses capacités physiques. Donc ouais, moi, mon enseignement hâtif, c'est que j'ai toujours autant envie de regarder cette équipe, quelle que soit la configuration dans laquelle elle sera en match. Et je pense vraiment qu'ils vont être dans le top 4 de l'Ouest et faire mieux que de la simple figuration en play-off. Mais c'est clair que c'est une des belles surprises, entre guillemets, de ce début de saison. Je voudrais 2 mots sur McCollum. Je suis à 100% d'accord avec toi.
Quand le trade avait été fait l'an dernier entre les Pelicans et les Blazers, j'avais trouvé que c'était plutôt pas mal des deux côtés. Par contre, c'est vrai que j'avais pas imaginé que McCollum, par son leadership, pourrait avoir un tel impact sur une équipe. Parce qu'il arrivait quand même dans une équipe où on se posait la question. Je sais que quelqu'un nous gazait un petit peu dans les commentaires là, en disant ouais, l'an dernier c'était il faudrait transférer les Pélicans à Seattle et maintenant vous avez changé votre fusil d'épaule. Et Bien c'est vrai sûr. qu'il faut se rappeler du contexte. On pensait que le GM allait sauter, on savait pas si Zion allait vouloir revenir ou allait pas être le premier rookie à casser son contrat pour aller directement accéder à la free agency. Et en fait, j'ai le sentiment que McCollum, il a eu un vrai impact dans la manière dont cette équipe s'est fédérée. Il a donné beaucoup de d'aisance et d'assurance en fait à ce groupe et que ce soit sur le terrain ou même en dehors, j'ai l'impression que si les choses se passent aussi bien, il y a Willie Green aussi, hein, dont faut saluer le travail en tant que coach, mais j'ai l'impression que McCollum y est pour beaucoup dans ce bon début de saison des Pelicans. Il avait ça en lui, en fait, je pense, parce que bon, à Portland, il était respecté, mais il y a déjà un patron, il y avait un patron établi avec lequel il avait de toute façon une super relation. Mais McCollum, c'est le président du syndicat des joueurs, donc c'est un mec qui a quand même une voix qui porte. Il a un leadership qu'il a développé avec le temps, il est très très apprécié. On le voit là chez les Pelicans, les joueurs qui sont plus jeunes que lui, je pense qu'ils se rallient derrière lui et c'est un excellent leader. Et en plus sur le terrain, il est redoutable. Il est pas aussi pénalisant défensivement qu'il a pu l'être parfois pour. Il est mieux entouré défensivement Portland. aussi. Ouais, c'est ça en fait. Il n'est pas avec Lillard, quoi. Et globalement, du coup, ce trade dont tu parlais, effectivement, c'est une des choses qui fait que ça a changé leur deuxième partie de saison aussi l'année dernière. On a vu que ça a été une des équipes les plus sympas de la deuxième partie de saison. Et il y a des petits choix que David Griffin a fait alors qu'on le pensait sur un siège éjectable. La draft de Herb Jones, c'est un coup de maître, quoi, parce que personne pensait que ce serait un aussi fort défenseur. Et là, et même cette année, encore une fois, c'est peut-être une conclusion hâtive, mais ils ont fait un super choix avec Dyson Daniels qui est très complet, excellent défenseur et déjà très mature. J'ai l'impression que là, après avoir passé des années à faire que des mauvais choix, ils enchaînent les bons choix pertinents sans que ce soit flashy. Et c'est hyper intéressant. Après, beaucoup se trouveront sans doute hâtifs le fait de les voir, peut-être les imaginer en demi-finale de conférence. Mais moi, là, à l'heure actuelle, si tout se passe bien, que Zion n'est pas blessé, je ne vois pas ce qui les empêche de croire à ça. Hein. Non, c'est intéressant. Et je trouve que McCollum, son impact est dingue. Il retrouve presque. Alors, il n'était pas forcément meneur de jeu là, parce qu'il y avait Alvarado, mais de facto, il retrouve un peu. À la base, McCollum, c'est pas vraiment un arrière. Il jouait meneur. Il a été obligé de se décaler parce qu'il y avait Lillard. Mais il est très très bon à la passe là, sur ce début de saison. On le voit créer. Et je suis d'accord sur l'impact, enfin tout ce que vous avez cité sur le leadership, c'est exactement ça. Et je trouve Valanciunas aussi, en fait. D'ailleurs, ils ont vraiment deux vétérans. Ouais. Ils ont une équipe super intéressante, profonde. On l'a vu. Eux, pour le coup, ont une équipe profonde. Ils ont du banc. Murphy aussi. Ouais, Murphy, Alvarado, Herb Jones, Dyson Daniels. Je partage complètement avec toi. Je pense que ça, c'est une bonne pioche. Larry Nance, on en oublierait presque en fait. Mais il y a du basket, il y a Willy Hernan Gomez dans cette équipe qui pour l'instant ne joue même pas, tu vois. Il y a MVP. Il y a Devonte Graham, tu vois, ils ont des gars qui sont bons mais qui ne jouent même pas au final parce que toute leur rotation est profonde. Et non, cette équipe, je serais pas non plus étonné là maintenant, tu vois, ta conclusion active, je peux la partager, surtout qu'on a l'impression que l'Ouest, il va pas y avoir d'équipe avec un très gros bilan. Ça sent tout plein d'équipes qui gravitent autour des 50 victoires. Et du coup, le top 4, ça va être une sacrée bataille, mais New Orleans peut y être. Ouais. Ouais, d'autant que je trouve que sur ce début de saison, Brandon Ingram a progressé aussi dans le playmaking et à la passe. Je trouve qu'il fait les meilleurs choix. C'est aussi parce qu'il est mieux entouré. C'est aussi parce qu'effectivement, il y a un playmaker en la personne de CJ McCollum qui lui permet aussi de ne pas devoir tout le temps alterner entre vouloir être scoreur et puis devoir faire jouer un petit peu les autres. Il y a un petit truc sur Zion, si je peux me permettre de critiquer un petit peu, que je trouve... Alors, qui, je pense, a une vraie marge de progression pour lui. C'est quand il n'est pas directement impliqué dans le jeu, il est extrêmement passif. Vous verrez, là, les bras le long du corps, il est raide sur ses appuis. Et même au rebond, en fait, il n'y a pas d'anticipation du rebond, en fait. Soit il joue le rebond,
soit il le joue pas du tout, mais il n'y a pas vraiment de travail de prise de position, d'anticipation, de placement, un peu même chose dans les aides défensives, ou parfois même en attaque, où s'il voit que le jeu va pas venir à lui, il est comment dire, passif jusqu'au moment où il va peut-être essayer de jouer le rebond offensif. S'il arrive à être un peu plus dans les attitudes, un peu plus actif quand il n'est pas concerné par le jeu direct, le potentiel est juste dingue. Parce que là, par exemple, au rebond, il est à, je crois, un peu moins de 7 rebonds. Je dis, avec ses qualités athlétiques, son physique, il pourrait être largement au-dessus. C'est un secteur dans lequel il pourrait être direct, être meilleur. C'est clair. Ouais, c'est du potentiel de 25, 28, 10, quoi. 28 points, 10 rebonds de Zion. Bah, je Sur, pense, oui, je sur pense le que papier. c'est dans les... Oui, c'est tout à fait du domaine du possible pour lui. Après, bon, voilà, on sait que, comme tu disais, Shai, il n'a pas joué depuis un an. Là, déjà, on le retrouve sur le terrain, c'est le plus important. Il joue sur un temps de jeu limité, mais en tout cas, voilà, le potentiel pour cette équipe est vraiment intéressant. Profondeur de banc dingue, ouais, effectivement, bien coaché. On sent aussi que les mecs connaissent leur rôle, qu'ils acceptent ce que propose le coach. En fait, c'est marrant parce que en regardant un petit peu dans le détail, on se rend compte que ils sont à la fois parmi les équipes sur ce début de saison, hein, ça peut bouger, qui sont les plus à droite à 3 points et aussi qui en prennent le moins, ce qui veut dire qu'il y a un vrai bon choix de bonne sélection de tirs tout simplement. Ouais, très Murphy à 3 points. Je pense que lui, cette année, il va exploser. C'est typiquement. Maintenant, dès qu'on voit un shooter, on a envie de dire si les Lakers avaient pensé. Mais oui, excellent, lui aussi, excellent joueur, excellent shooter. Ouais, New Orleans, puis même avoir joué, c'est intéressant. Il y a des équipes, tu sais que ça va gagner, mais c'est pas là voir les joueurs, voir ces joueurs-là se développer, voir Alvarado, il me fait délirer. Honnêtement, c'est le tempo et l'intensité qu'il met. Tu sens qu'il joue sa vie, qu'il est trop heureux d'être là. Enfin, j'aime bien ces mecs-là. Il y a un peu ça dans cette équipe-là et que je retrouvais pour encore une fois faire une comparaison avec Memphis, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont contents d'être là, de se battre ensemble. C'est des trucs clichés, mais on a l'impression que c'est des choses acquises, mais c'est pas ce qu'on voit partout, sans vouloir tirer sur des équipes avec plus d'ambition à la base. Hein, mais Des équipes avec un maillot jaune et violet. Par exemple, mais voilà, j'accorde beaucoup d'importance au langage corporel, à l'attitude et tout ça, alors que bon, c'est un des éléments, c'est pas de la technique, c'est pas du talent individuel, mais c'est des équipes comme ça que moi j'aime voir jouer et qui me donnent l'impression qu'elles sont redoutables à la fin en fait. Je valide. Ouais, bah, carrément. Bah, voilà un peu nos conclusions hâtives de ce début de saison. On n'hésitera pas à en refaire au cours de la saison, partager nos sentiments. Voilà, si jamais on s'est planté, surtout venez pas nous dire qu'on avait dit tout ça au début d'année. On ira tout en bloc. En tout cas, quoi qu'il arrive, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci encore. Vous savez que sur Basket Session, vous pouvez trouver toutes les informations sur l'actualité basket et aussi toutes celles concernant le MOOC Rivers numéro 4, la réédition spéciale New York. Voilà, avec tous les goodies, les cartes à collectionner, les planches de stickers, etc. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao. The game is out there, and it's either play or get played.